Bah, bonjour à tous, je suis, comme François l'a dit tout à l'heure, Antipi Potolia, et là je vais vous présenter un travail fait à trois, donc avec Katerina Zourou, qui n'a pas pu venir justement aujourd'hui, n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, Mathieu Loiseau ici présent, et moi-même. Donc François, il m'a facilité un petit peu le travail parce que comme on ne s'est pas trop coordonné, il vous a présenté le contexte dans lequel ce travail a commencé. Je dois préciser que notre intervention aujourd'hui va porter sur les communautés, donc les termes à revoir, éventuellement Web 2.0, d'apprenants des langues, mais pas dans leur dimension communautaire, mais dans leur dimension méthodologie d'apprentissage. On va rentrer dans les détails tout à l'heure. Alors, justement, je disais que François m'a facilité la tâche parce qu'ici, ça m'a fait gagner 1 minute. Donc, c'est le travail, justement, qui a été le déclencheur de cette recherche. Donc, c'est les catégories que nous avons mis en place dans cette brochure grand public, puisqu'elle s'adressait aux éditeurs et aux acteurs du monde de l'éducation et de l'apprentissage des langues. Donc, on a voulu la rendre la plus accessible possible. Et on voit qu'il y a une catégorie, la dernière catégorie, c'est les communautés Web 2.0 d'apprentissage des langues qu'on avait désigné autrement justement dans la brochure, je crois. Donc, oui, c'est important donc, de cette dernière catégorie qu'avec Katerina et Mathieu, on a voulu aller un peu plus loin pour explorer un peu plus en avant donc ces catégories et voir. Donc, nous avons retenu trois communautés, excusez-moi. Parmi les plus grandes communautés d'apprentissage, Babel avec 11 langues, qui propose 11 langues, et avec plus d'1 million d'utilisateurs. Bouzou, 7 langues avec plus de 2 millions d'utilisateurs. Et ensuite, LiveMocha, 35 langues et plus de 9 millions d'utilisateurs. Donc, les critères que nous avons choisis, que nous avons retenus pour cette analyse sont trois. Le rôle des utilisateurs dans ces communautés, ce qu'on appelle les CGU, c'est-à-dire le contenu généré par les utilisateurs. Est-ce que les utilisateurs ont le droit de générer du contenu ou non, et si oui, jusqu'à quel point? Et ensuite, la modélisation pédagogique. Donc, pour mon propos d'aujourd'hui, je vais me limiter à la partie modélisation pédagogique. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager avec vous certaines données qui me semblent intéressantes pour voir un petit peu, pour situer ces communautés-là. Oui, avant, j'ai oublié aussi de vous dire, bon, parce que François en a parlé un petit peu, de vous présenter le fonctionnement archétypique de ces communautés, qui se composent de deux grandes parties, si vous voulez. La partie communautaire, où un apprenant peut être aussi tuteur ou enseignant, puisqu'il va enseigner sa langue maternelle ou aider à la correction, à l'écriture de sa langue maternelle. Et ensuite, il y a la partie pédagogique, que l'on peut qualifier de manuel ou de méthode de langue. On va voir exactement à quoi ça consiste, qui se compose de quelques briques élémentaires, dont la leçon, les exercices structuraux, les exercices de production écrite et orale, corrigés par les utilisateurs justement, donc par la communauté qui se trouve autour, parce qu'il s'agit d'activités ouvertes, et ensuite quelques autres outils d'interaction synchrone ou asynchrone qui permettent une interaction à bâton rompu, c'est-à-dire sans cadrage en termes d'activités de production écrite ou orale. Alors, les données contextuelles que je voulais partager avec vous sont les suivants. Bon, la date de création déjà de ces communautés-là, ce n'est pas, bon, on voit que c'est quelque chose de très récent. Le lieu, donc, LiveMocha, je vous rappelle, là où, qui réunit 9 millions d'utilisateurs, se trouve aux États-Unis, c'est une communauté américaine. Les deux autres sont d'origine européenne. C'est sur quoi je voulais insister à partir de ce transparent, c'est la qualité de leurs fondateurs. Il s'agit, derrière toutes ces communautés, il y a des startups dont les fondateurs ont toujours une formation soit d'informaticiens, soit d'économistes, soit de marketing, qui ont de l'expérience éventuellement dans le domaine du jeu ou des logiciels éducatifs, dans la télécommunication, mais ne sont aucunement des pédagogues et qui n'ont aucune réflexion pédagogique en amont. Donc, à partir de cette situation contextuelle, on va voir sur le plan discursif quelques données intéressantes. Donc, ils partent de l'ouverture de ces communautés, la page d'accueil. On va voir qu'on va créer les besoins à l'utilisateur en citant
en citant un constat, en partant des constats expérientiels ou généraux, qui est le suivant. Donc, soit qu'on a tous appris de façon traditionnelle, on a souffert parce qu'on a trouvé ça long, inutile, cher et difficile, ennuyeux. Donc, d'où ensuite, dans une perspective argumentative, la conclusion du syllogisme, ça va être venez chez nous parce qu'on va apprendre collectivement et ça ne va pas être ennuyeux et ça ne va pas être cher. Et ensuite, l'autre constat, c'est plus général, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a un engouement général pour tout ce qui est apprentissage des langues, acquisition des compétences langagières, et en même temps, il y a à côté le développement des outils d'Internet qui vont permettre cet apprentissage en ligne. Donc, une autre information qui me semble importante, c'est en partant justement de ces constats, ils vont mettre en avant donc, des choses que François a citées tout à l'heure. Moi, j'ai été un peu plus dans le détail pour assurer la promotion de leur communauté, un discours vraiment promotionnel qui tourne autour de l'apprentissage intuitif et sans effort, le multimédia interactif, apprendre avec les autres, apprendre progressivement et durablement, de manière simple et divertissante, de façon personnalisée et en s'appuyant sur une équipe de spécialistes. Donc l'équipe de spécialistes, on va voir, puisqu'en amont, les fondateurs ne sont pas des spécialistes en langue. Donc, bon. À cet argumentaire-là, s'ajoutent aussi des choses plus implicites au niveau de l'argumentation positive qui vont de témoignages de spécialistes qui disent que c'est très bien d'apprendre avec ces communautés-là, des revues de presse qui mettent en avant l'originalité de ces communautés, des partenariats avec des experts dans le domaine de l'apprentissage des langues justement pour pallier ces manques en amont des spécialistes. Là, on voit qu'il y a pas mal de partenariats qui sont mis en place avec Ponce, Collins, Macmillan Dictionary, etc. Et ensuite, des témoignages d'utilisateurs qui insistent surtout sur la partie facilité, convivialité, mais aussi peu coûteux de cet apprentissage. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a, d'un point de vue argumentatif, tous les ingrédients d'une argumentation par autorité, d'expérience, de compétences et de témoignages sont réunis. Donc, bon, quand on se place d'un point de vue discursif, on va aller voir plus loin qu'est-ce qui se cache derrière ce discours assez fortement argumentatif sur le plan positivement orienté, bien sûr. Donc, quand on regarde de manière, en survolant un petit peu ces communautés, la partie pédagogique de ces communautés, il y a des éléments qui peuvent interpeller le didacticien ou le pédagogue qui sont en accord avec la didactique des langues a priori. Donc là, je vais citer, et aussi avec les situations d'apprentissage en autonomie. Par exemple, la référence au niveau du CSER dans le cas de Bouzou. Donc vous avez élémentaire, A2, A1, B1, B2. Ensuite, on peut avoir une aide à la systématisation, à l'organisation de son apprentissage par rapport aux situations d'apprentissage. Par exemple, avec Babel, vous avez un logiciel qui s'installe sur votre ordinateur et qui se déclenche à intervalles réguliers, vous permettant de réviser les mots que vous avez appris pendant que vous travaillez sur la partie manuelle de la communauté. Ou ensuite, vous avez aussi une organisation pour les débutants surtout, parce que ce sont des cours qui s'adressent à des débutants complets, une organisation par trimestre sur l'année qui permet aux personnes de distribuer un petit peu le contenu de façon, de voir un petit peu le travail qu'ils ont à accomplir pendant le trimestre. Ensuite, d'autres, a priori, points positifs, ça peut être l'annonce en amont des objectifs en termes fonctionnels, comme dans le cas de Babel, je ne sais pas, la copie est peut-être trop petite, mais on voit ici, je ne vois même pas moi, apprendre à saluer, dire comment on va, bon, des choses comme ça. Donc, un affichage des objectifs en amont, a priori, de façon assez communicative. Et ensuite, une définition parfois du public cible. Là, par exemple, c'est un extrait de Live Mocha qui dit que bon, bah, ça s'adresse à des étudiants qui sont débutants ou qui ont fait un petit peu d'italien. Là, c'était par rapport à l'italien, mais qui vont retravailler leur base en italien. D'autres points a priori positif, ça va être une structuration d'un point de vue macrostructural des contenus de deux façons, de multiples plutôt façons. Une façon, disons, au menu, c'est-à-dire linéaire, pour les profils qui sont plus linéaires ou qui sont moins autonomes, ou débutants éventuellement, donc qui ont besoin d'un cadrage. Et ensuite, des affichages, une structuration des contenus de façon
plus transversal par découpage grammaticaux, situationnels, lexicaux, par compétences ou même des besoins, mais les besoins, attention, ça se pose plus en termes d'utilité, de rapidité, de répétition et pas en termes communicatifs. Un autre élément a priori positif, donc toujours en accord avec les travaux, les préconisations actuelles de la didactique des langues, c'est que la structuration des contenus d'un point de vue micro suit une certaine progression qui va de la compréhension à la production. C'est-à-dire, on travaille a priori d'abord le vocabulaire, le dialogue, donc a priori on s'est dit que ce sont des activités de compréhension, et ensuite on va vers des activités de production ouvertes, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et on va ajouter aussi, je vais passer plus vite, des aides méthodologiques à l'auto-apprentissage éventuellement, en expliquant si vous avez ça à faire, commencez plutôt par ça, et enchaîner avec les exercices ensuite. Des auto-évaluations en mi-parcours ou en fin de parcours. Et en fait, un dernier point qui est assez particulier à Babel, parce que parmi les trois, il me semble que c'est la communauté dont le fondateur a le plus, disons, réfléchi sur ce que c'est un apprentissage en autonomie ou en ligne, qui fait quand même une différenciation en termes sociolinguistiques. Il introduit des exercices, des activités ou des explications d'un point de vue sociolinguistique, donc en insistant sur les registres des langues, le vouvoiement, le tutoiement, etc. Donc ça, c'est les aspects positifs. Essayons maintenant de voir ce qui est en rupture avec aussi bien le cadre européen commun de référence qu'avec la didactique des langues en général. Donc, tout d'abord, je dirais que la progression, donc notamment dans le cas de LiveMocha, où il y a 35 langues à apprendre, c'est une progression qui est calquée sur les spécificités de l'anglais, c'est-à-dire que ce sont des matériaux pédagogiques qui ont été élaborés en anglais au départ et qui ont été ensuite non pas localisés, non pas adaptés, mais traduites dans les 34 autres langues. Et ça, on le voit très bien, par exemple, quand on aborde des langues d'un point de vue morphosyntaxique, quand on aborde des langues soit casuelles, comme l'allemand, ou des langues où il y a un accord au masculin-féminin, comme en français. Donc, ce sont des aspects qui ne sont pas du tout traités, parce qu'en anglais, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas... Donc, on apprend très bien, par exemple, elle est vieille, mais on n'apprend pas, il est vieux. D'accord, par exemple. Donc, du coup, dans le prolongement de ça, on a des univers culturellement aseptisés. Là, je vous ai mis un exemple pour apprendre à dire merci, par exemple. D'accord? Donc, vous avez, pour l'espagnol, pour l'allemand, pour le turc, pour l'italien, j'en passe, c'est toujours le même document iconique qui va accompagner l'acte de parole remercier, en gros. Donc, une aseptisation culturelle. Ensuite, une progression qui rompt avec la progression préconisée par le cadre européen commun de référence. Là, je vais vous faire voir, je ne sais pas si c'est assez grand. Alors là, on est censé, dans le premier transparent, dans la première copie à gauche, travailler sur un niveau qui est plus de l'ordre de 1.2. C'est-à-dire, on travaille sur les directions, la localisation dans l'espace et dans le temps. Et dès que vous passez donc de l'unité 8 à l'unité 9, donc au niveau tout de suite après, donc à 2.2 à la limite, et encore, vous avez donc des contenus qui sont structurés autour du passé simple, du passé progressif, du passé simple avec le verbe régulier, du passé simple avec le verbe irrégulier, de la négation au passé simple. Donc, autant dire qu'on passe des niveaux 1.2 à 2.1 à un niveau 5 complète d'une unité à l'autre. Donc, un autre point, c'est la conception, comme l'a dit François tout à l'heure, bon, déjà une conception éclectique, une démarche éclectique, mais éclectique en s'appuyant surtout sur la méthode traditionnelle, les théories de l'acquisition behavioriste, de l'apprentissage. Là, vous avez par exemple une unité type de Babel, où on apprend en répétant, même si on apprend des actes qui peuvent être de l'ordre des salutations, de répondre, à dire comment on va, si on va bien, si on ne va pas bien, c'est toujours écouter et répéter. Lisez et trouvez les mots traduits dans votre langue maternelle. Écrivez les mots que vous avez entendus en fait. Donc c'est toujours par répétition. Donc d'où l'aspect behavioriste de la chose. Donc on
on pense pouvoir acquérir un certain nombre de compétences en langue de cette manière-là, et traditionnel d'autant plus qu'ici, quand vous arrivez dans les parties qui sont les productions qui sont soumises à la communauté, productions à la fois écrites ou orales, là plutôt que de proposer par exemple à l'apprenant, parce que c'est une production orale, plutôt que de proposer aux personnes de s'enregistrer en décrivant des gens et de soumettre cette production orale à la communauté, il s'agit d'une activité de lecture. Donc on va lire en italien son texte, on va l'enregistrer. Donc à la limite, c'est un travail sur la phonétique, sur la lecture, mais ce n'est pas un travail sur la production orale spontanée. Mais je passe assez rapidement. Après, je vais dire qu'il y a une confusion aussi entre ce que c'est une compréhension écrite et un dialogue, parce que là, on vous parle de dialogue, donc a priori, vous préparez pour une compréhension orale, alors que vous avez droit à une compréhension écrite. Une confusion aussi entre ce que c'est la traduction et la production écrite, puisqu'on vous demande de produire un texte et de l'envoyer à la communauté pour le corriger. Et en fait, le texte n'est pas un texte, mais c'est une traduction de texte qu'on vous demande. Donc, bon, comme je suis toujours dans mon module d'italien, on vous propose le texte en français, il faut le traduire en italien et le soumettre à la communauté pour la correction. Et ensuite, pour moi, pour terminer, donc les plus gros défauts de ces communautés sur le plan pédagogique, c'est le décalage qui existe entre l'input, disons, donc la partie compréhension, c'est-à-dire tout ce travail qu'on vous fait, pendant lequel on vous fait répéter des mots, des formulations, etc. Et ensuite, ce qu'on vous demande de produire en termes d'output. C'est-à-dire, ici, par exemple, on vous demande de répéter éternellement et pendant des heures homme, femme, fille, garçon, grand, petit, gros, mince, etc. Et ensuite, on vous demande, dans une production écrite à côté, de décrire 6 personnes que vous connaissez, de soumettre votre production à la communauté. Donc, ça veut dire que, bon, rien qu'en se limitant à un travail lexical, on peut produire des phrases, on peut des textes, voire même plus. Alors, je vais conclure rapidement. Alors, donc, pour revenir, donc, pour résumer un petit peu les points auxquels je me suis référée, je dirais que les contenus sont très proches pour la partie pédagogique des sites, et encore, il y a des sites qui sont mieux faits que ça. Je dirais qu'ils sont encore plus proches des CD-ROM, mais qui ont été élaborés vraiment à grande échelle, c'est-à-dire apprenez le français en 90 heures, qui était apprenez l'anglais en 90 heures, 82 leçons, l'italien, l'espagnol, etc. Et moi, je suis persuadée que même le contenu pédagogique qui est mis en place, c'est issu de ce travail de CD-ROM qui a été mis sur le marché il y a une dizaine d'années de cela. L'inspiration communicative qui peut nous tromper a priori par rapport aux choses auxquelles je me suis référée, ce n'est qu'un piège, puisque, comme nous l'avons vu, c'est éclectique, mais éclectique entre traditionnel et behavioriste. Et pour moi, la vraie valeur ajoutée, si vous voulez, de ce travail communautaire, c'est le fait qu'il y a cette communauté autour. Donc, il faut voir les liens qui sont noués avec cette communauté. Mais du point de vue des contenus pédagogiques, il n'y a vraiment aucune exploitation de l'apprentissage, justement, de l'apprentissage collectif qu'on construit, etc. Puisque les fondateurs et les startups sont là pour vendre leurs produits. Voilà. Merci beaucoup.